et tous. Tout d'abord, peut-être pour dire juste 2 mots, très vite, je ne vais pas prendre beaucoup de temps puisqu'on a déjà un tout petit peu de retard. Juste pour me présenter, donc je m'appelle Romain Domici, je suis économiste, comme vous avez pu le voir là-haut, intervenant chercheur au sein du laboratoire Artemis. Je pense que Christian, tout à l'heure, en dira un mot. Ou pour le dire très vite, Artemis, c'est une structure donc, qui, comme son nom l'indique, fait de l'intervention et de la recherche, qui est pluridisciplinaire, qui mêle notamment des économistes et des ergonomes, qui aussi mobilisent beaucoup ce qu'on appelle la psychodynamique du travail, mais je ne vais pas vous embêter avec ça tout de suite, et qui a comme particularité de faire de la recherche dans l'intervention et en fait, de mêler aussi intervention et recherche, c'est-à-dire dans les interventions, s'appuyer sur la recherche pour développer notamment des nouveaux concepts, des nouvelles manières de penser. Tout à l'heure, il était question de nouveaux paradigmes. On pourrait dire modestement l'ambition de contribuer à ce nouveau paradigme. Christian parlera sans doute tout à l'heure beaucoup de ruptures. Et c'est ce qu'on essaie de faire à travers le FC. Une des ruptures, c'est notamment celle qui est dans le titre de la conférence de ce soir, autour de l'idée de penser la croissance au sens de l'augmentation de la richesse que l'on produit sur notre territoire, où on met le périmètre qu'on veut derrière le territoire, sans pour autant le faire par une prédation plus grande, une mobilisation plus grande des ressources, notamment matérielles, principalement matérielles. Et on le verra peut-être avec nos 3 témoins autour de la table, avec notamment les ressources plus immatérielles qui sont au cœur de ce modèle de développement que l'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, dont Christian va longuement parler. Et non, là, je n'ai pas besoin d'en faire beaucoup plus ici. Il s'avère que j'ai une autre casquette qui est aussi celle d'administrateur du club Terre de FC Provence, puisque l'économie de la fonctionnalité se matérialise dans les territoires aussi par des associations, des collectifs. Et donc Terre de FC Provence est associée à l'événement par Loncache pour aussi montrer qu'il y a cette dynamique au sein du territoire de Provence, au sens un peu large du terme. Et que c'est aussi un espace où on espère que la conférence de ce soir, la rencontre qui amène à la conférence de ce soir, va trouver des prolongements dans d'autres discussions, dans d'autres espaces, et on sera ravis de parler avec vous aussi de cette belle association qu'est Terre de FC Provence, en lien avec effectivement l'organisation de Parlons Cash. Alors j'en ai déjà beaucoup trop dit pour un animateur, je vais tout de suite rentrer un peu dans le vif du sujet en vous donnant un peu l'orientation de cette table ronde, qui est que, vous l'avez compris, si on parle d'un nouveau paradigme, c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué à expliquer de manière rapide, et il faut au moins tout le talent de Christian tout à l'heure pour pouvoir le faire, et un temps un peu consistant. Du coup, le pari qui a été fait, c'est de vous faire partager à travers les trajectoires de 3 dirigeants qui sont autour de la table, ce que ça veut dire finalement que de s'engager, de faire face à ce dilemme qui est comment penser une augmentation de la richesse sans le faire par une logique de croissance du volume, sans le faire par, on pourrait dire, les leviers classiques que l'on mobilise depuis des centaines d'années maintenant pour penser cette croissance, cette augmentation de la richesse. Et donc on a là 3 personnes qui se sont confrontées à ce dilemme dans leurs entreprises respectives. Alors il y a à ma droite Valérie Martin qui va se présenter juste après. Vous pouvez l'applaudir parce qu'elle fait partie aussi du comité qui organise l'événement par Loncache. Elle est très investie et donc qui est une locale pour le coup. On a Philippe, un autre local qui lui aussi est en Courtine. Alors Naturalis a déménagé, mais qui est donc le dirigeant de la société Isovation. Et à sa gauche, nous avons Julien Dacosta qui... Oui, vous pouvez l'applaudir aussi, pardon. Et enfin, Julien Dacosta, tout à gauche, qui est, lui, le dirigeant de l'entreprise, il va nous expliquer ça après, de Flexink, et donc qui vient d'un peu plus loin que Courtine, puisque lui, il nous vient d'un village près de Boulogne-sur-Mer, donc vous voyez, c'est pas tout à fait, c'est un peu plus au nord d'Avignon, et donc qui, tous les 3, ont fait cette expérience. Et donc, peut-être pour rentrer en matière, alors je vais vous demander à chaque fois que vous prenez le micro peut-être de rappeler un peu ce qu'est votre entreprise là, mais peut-être Valérie pour commencer, que tu nous expliques donc, ce qu'est Bijoucite, ton entreprise, et puis derrière ce qu'est Bijoucite, ton cheminement, comment pour toi ça s'est matérialisé ce passage vers l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Bonsoir à toutes et à tous, donc Bijoucite, c'est une entreprise, je suis artisane d'art en fait, et je suis tapissière sur l'Île-sur-Sorgue, voilà tout simplement.
comment j'ai démarré? En fait, j'ai fait un parcours initiatique sur le FC. Ça m'a tellement charmée émotionnellement, parce qu'on a parlé de confiance, on a parlé d'environnement, on a parlé de créativité, etc., de sortir des sentiers battus. Donc moi, c'est quelque chose qui m'attire vraiment. Et à la fin de ce parcours initiatique, il a été proposé par l'association Terre de FC un parcours plutôt orienté sur le commerce dans le FC. Donc j'ai essayé d'embarquer, comme on dit. Et j'ai embarqué avec plein de gens, parce que je crois qu'on était 7-8, je ne sais plus, bref. Donc c'était un travail en commun. C'était très atypique, très différent. Ça a chamboulé ma façon de réfléchir, ça a cassé des codes, mais des codes économiques. Enfin voilà, on a tout fait péter, très clairement. Et de là, il y a eu un gros trou noir, parce que c'était extrêmement compliqué, complexe pour moi. J'arrivais pas à mettre les choses bout à bout. Et au fur et à mesure de ce parcours, un beau matin, la lumière fut. Donc j'ai décidé d'actionner sur mes devis. Voilà, moi c'est là-dessus que ça a émergé. Et donc, en travaillant en commun, en réfléchissant, je continue. Peut-être qu'on peut dire ce qu'il y avait comme, ce que tu voyais, ce qui t'est apparu comme difficulté sur tes devis. Ouais, très clairement. En fait, en tant qu'artisane, je fais des devis, je faisais des devis avec de la main-d'œuvre et de la matière sur mes devis. Et j'allais rencontrer mes clients et en fait, il se passait une histoire avec les clients. Il y avait une relation, il y avait des échanges, il y avait de l'émotion, etc. La créativité. Et moi, en réponse, je faisais des devis avec de la main-d'œuvre et de la matière première, des infos bien techniques, bien du gros chiffre, et j'envoyais ça par mail. Bon, ça fonctionnait 6-7 fois sur 10. Mais j'avais quand même de la casse entre 4 et 3 devis à chaque fois. Et du coup, donc c'est par ce parcours de FC que j'ai compris qu'en fait, ce qui se passait chez mes clients, il fallait que je le mette sur mes devis. Mais là, ça a été très long là, pour basculer le fameux chiffre en lettres, parce que c'est de ça qu'on parlait souvent. Donc j'ai décidé de ne plus faire ces devis comme ça, et plutôt de raconter l'histoire qui se passait chez le client, très clairement, avec des mots. Et des mots, et de l'émotion, et qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce que je vais faire dans cette maison, et pourquoi on met ces rideaux-là, et qu'est-ce que... Voilà. Évidemment, en bas, il y a toujours un chiffre, on est d'accord. Mais le fait de faire ça, en fait, moi, j'ai plus qu'un devis sur 10 qui passe plus. En fait, les gens, ils retrouvent sur le devis ce qui s'est passé, en fait, en one-to-one chez eux. Et en fait, c'est ça qu'ils viennent chercher. Ils viennent pas chercher des infos techniques. Ils viennent pas chercher de la matière. Enfin, ils ont besoin de conseils, etc. Mais ce qui les intéresse, c'est ce qui va se passer chez eux une fois que moi je serai intervenue chez eux. Et qu'est-ce qui va se passer et comment je m'engage pour faire ça. Et que c'est une histoire de confiance aussi. Donc c'est tout ça qui est travaillé. C'est tout cette émotion qui est pas neutre. Voilà. Et on parle des prix. C'est plus moi qui fais un prix dans mon coin, mais on échange, etc. Et du coup, on met tout sur la table et on discute. Et et finalement, le devis pour moi, est plus juste, et plus illustré. Et eux, ils comprennent plus sur tout ce que je viens faire chez eux, de façon. Et ils comprennent plus parce que poser des rideaux, c'est pas juste j'arrive et je pose des rideaux, quoi. Donc je leur explique vraiment ce qui se passe et là ils se rendent compte du travail, du temps que ça prend, etc. Donc j'ai plus besoin d'expliquer mes prix, j'ai plus besoin d'expliquer ce qui va se passer. Voilà, donc moi ça s'est concrétisé comme ça et du coup j'ai gagné 2 devis sur 10, qui est quand même pas neutre pour moi, voilà. Alors, dans ce que tu dis, Valérie, il y a un point, effectivement, on le travaille dans le FC quand on fait les accompagnements, c'est le décalage qu'on peut avoir entre une représentation très formelle de la valeur de ce qu'on vend, qui est pensée d'ailleurs souvent de son point de vue à soi seul, et pas complètement en lien avec aussi cette dimension de demande qui, elle, déborde ton métier, qui est aussi une inquiétude d'autre chose. Et du coup, le fait que ce décalage se soit opéré, au-delà de la question des devis, on pourrait dire d'une efficacité commerciale dans ton entreprise, pour toi, en tant qu'entrepreneur,
Qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport à tes clients? En fait, du coup, moi, j'ai l'impression de pas travailler, très clairement. J'en avais pas trop l'impression, mais là, j'ai plus du tout l'impression de travailler. C'est vraiment une relation à l'autre, un entre-gens, comme ils disent les Québécois, qui est vraiment exacerbée. Et c'est ça qui se passe. Et autour, on y met du rideau, on y met du chiffre, etc. Mais il se passe une relation humaine, quoi. Et en plus, donc du coup, cette relation humaine, je vais dire, s'exacerbe. Et du coup, ça devient un gros lien, ça devient plus que des clients. Ils viennent me chercher sur d'autres choses, ils ont besoin d'autres conseils. Donc je leur fais profiter de mon écosystème, puisque je travaille avec des ébénistes, des ferronniers, des couturières. Donc des fois, ils viennent me chercher sur des choses sur lesquelles moi je ne peux pas répondre, mais je suis capable de leur proposer quelqu'un. Bon, c'est des choses qu'on fait beaucoup en artisanat, c'est pas complètement nouveau non plus. Mais là, c'est vraiment vécu et je le mets en avant. Voilà. Si vous avez besoin, moi je peux vous aiguiller sur d'autres personnes. Donc ça a développé, exacerbé cette relation et c'est beaucoup plus tranquillisant en fait, parce qu'on n'est que sur la confiance. Merci Valérie. Alors, j'ai tout de suite passé à toi, Philippe, parce que Valérie parle de la dimension notamment d'écosystème, quelque chose qui t'a beaucoup travaillé. Mais alors, même traitement, c'est-à-dire, est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est Isovation et puis ton cheminement dans l'EFC, et puis nous dire un peu de la même manière, c'est-à-dire là où toi tu vois des ruptures que tu as pu opérer par rapport à la manière habituelle, on pourrait dire, de fonctionner d'une entreprise telle que Isovation. Alors, Isovation est une société qui existe depuis 30 ans, plus 32 ans. Ah, on va y arriver. Donc Isovation est sur Avignon, en zone de Courtine, existe depuis 1990. C'est une société qui fabrique des emballages isothermes, donc un petit peu comme le faisait Valérie. Les clients nous demandent des devis et on leur fait des emballages isothermes pour le transport de produits thermosensibles. Voilà, donc on fabrique un matériau isotherme sur le site d'Avignon, en zone de Courtine, et avec ce matériau isotherme, on fait un emballage isotherme. Ensuite, on a poussé la réflexion, puisqu'un emballage isotherme, ça va protéger, mais un produit thermosensible, il faut imaginer, alors la plupart de nos clients sont du secteur pharmaceutique, donc imaginez le transport d'un vaccin, c'est assez d'actualité, il faut le maintenir entre 2 et 8 degrés, et on va tout faire pour maintenir ce vaccin entre 2 et 8 degrés. Les solutions que nous avions en utilisant uniquement le matériau ne permettaient pas des transports au-delà de 24 heures. Pour aller au-delà de 24 heures, il fallait ramener une climatisation à l'intérieur de cet emballage, afin que cet emballage soit autonome. On a amené cette climatisation via des accumulateurs d'énergie. Vous en avez tous dans vos réfrigérateurs, vous en servez pour aller au pique-nique, mettre dans les glacières et ça fait du froid. Un vaccin, il est interdit de le congeler, sinon il perd la totalité de son efficacité. Donc il y a également une réflexion sur la protection de ce dernier à apporter à l'intérieur de l'emballage isotherme. Voilà. Puis après, on a voulu aller bien plus loin dans le transport, aller jusqu'à 5-6 jours de transport. Ça a demandé à ce qu'on trouve de nouveaux matériaux isothermes. Voilà. On est en fait des fabricants d'emballages qui ont la particularité d'être isothermes. Donc ça, c'était Isovation avant. Et on mettait sur les devis les prix de l'emballage que le client voulait, avec une étude derrière, puisque la particularité d'Isovation, c'est que ces emballages, pour la plupart, sont faits sur mesure. Sur mesure par rapport aux dimensions du produit qui est à transporter, qui peut aller d'une simple bouteille, voire plus petit, à des volumes de plusieurs milliers de litres, 1500 litres. Et aujourd'hui, on travaille même sur des conteneurs. Et il faut donc acheminer ce produit thermosensible, quelles que soient les températures extérieures également, et comme je le disais, jusqu'à des distances de 5-6 jours. Qu'est-ce que je voulais dire? On s'est trouvé très seul, un petit peu comme le soulignait Valérie, et il fallait qu'on améliore également nos marges, parce qu'à un moment, le débat, il se passe sur le prix.
C'est ce qui fait la différence avec le concurrent et il fallait qu'on apporte autre chose que le prix. Et on ne savait pas trop quoi, on baissait nos prix, ça ne suffisait pas. Donc il fallait revoir un petit peu la question, revoir un petit peu l'offre, ça ne pouvait plus continuer de la sorte. On avait agi sur l'ensemble des paramètres sur lesquels on pouvait agir dans l'usine pour améliorer la productivité, la rentabilité de l'entreprise, mais ça ne pouvait plus le faire en ne vendant juste qu'un emballage isotherme. Donc on est allé chercher un petit peu dans l'innovation, qu'est-ce que c'est qu'on pouvait monétiser, qui n'était pas nécessairement apparent et visible pour le client, comme l'exprimait Valérie, on appelle ça dans l'EFC la ressource immatérielle. Donc on est allé voir, on a pris un petit peu de hauteur dans l'innovation, on s'est aidé de personnes extérieures d'innovation, parce que bien souvent, en tant que chef d'entreprise, on a du mal à prendre cette hauteur nécessaire. Et du balcon, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient des ressources immatérielles sur lesquelles il n'y avait pas de monétisation. Donc on est allé dans la monétisation de ces dernières. Et cette monétisation, c'était toute cette expertise qu'on avait acquise pendant 30 ans, expertise de la chaîne du froid, qu'on ne mettait pas vraiment en valeur et qu'on ne vendait pas réellement à nos clients. Alors comment transformer en coût pour le client cette ressource que nous avions qui pouvait le faire progresser et aussi par la même occasion nous faire baisser les consommations de matières premières, donc de ressources matérielles. Donc voilà, c'était tout cela. On est devenus des experts de la chaîne du froid. On s'est entouré, comme le faisait Valérie, c'est-à-dire elle s'est entourée d'autres disciplines, d'autres artisans. Ben nous, on s'est entouré, on a créé un écosystème, on s'est entouré d'autres compétences qu'on n'avait pas nécessairement à l'innovation, qu'aujourd'hui on développe en interne d'innovation. Et ces autres compétences, c'est quoi? Ben c'est de la formation, c'est former nos clients sur les bonnes pratiques de distribution des produits de santé pour faire les bons gestes. C'est des cartographies de risque de rupture de la chaîne du froid, c'est de l'audit chez lui, mais également chez ses partenaires. Après, on s'est dit, bon, ben, le gros problème dans notre métier, ça reste le transport, c'est très aléatoire, ben, organisons-le. À ce moment-là, on a qualifié les transporteurs, organisé le transport, et ensuite on s'est dit, ben, maintenant, il faudrait aussi qu'on soit peut-être au courant de ce qui se passe pendant le transport. On a dit, ben, tiens, on va fabriquer des enregistreurs de température, géolocalisation, donc c'est ce qu'on a fait. On fabrique et on conçoit nos propres enregistreurs de température en temps réel, géolocalisation, et ça permet de suivre vraiment du tout début de la chaîne avec des gestes bien faits, mais déjà bien en amont de la mise dans l'emballage du produit thermosensible, donc chez les fournisseurs de notre client, pendant toute la durée du transport jusqu'à l'arrivée. On sait ce qui se passe, on sait où c'est. Et si, malgré toutes ces précautions qu'on prend, il venait à y avoir un quelconque problème, on en est alerté, notre client également, et on fait les réunions avec le commissionnaire du transport, le client et nous-mêmes, afin d'apporter des solutions pour éviter de jeter cette marchandise. Donc ça aussi, c'était un gros problème, et c'est là-dessus qu'on est allé chercher de la monétisation, en retour d'investissement donc pour le client qui jetait moins, donc qui pouvait nous donner un petit peu plus. Et le fait qu'il jette moins, ben, il avait aussi de l'autre côté des assurances qui lui demandaient des primes moindres, et donc là aussi, c'était encore de la valeur qu'on venait rajouter. Il fallait vendre vraiment en toute autre chose, pas qu'une nouvelle compétence, mais aussi des économies et des gains que pouvait faire le client. Voilà, donc l'écosystème, et puis après la prise en compte du territoire également. Mais voilà, je ne sais pas si on en parlera, mais là aussi l'importance du territoire, voir où est-ce qu'on est, favoriser les circuits courts, et puis travailler tout un tas d'autres choses sur ce même territoire avec ses employés. Alors le territoire, je vais y venir, parce que derrière ta réflexion, il y a notamment un truc qu'on évoque souvent dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération. C'est le rapport au réel, parce que le profil de température, de voyage des produits que tu transportais, ils ont aussi... il y avait une approche un peu théorique de cette affaire, et notamment un travail de comprendre par où ça passe concrètement pour bien aussi calibrer tout le système technique autour de ce qui est proposé. Et effectivement, là, tout ce que tu nous as expliqué, ce qui est intéressant, c'est que tu as incarné quelque chose... on appelle, nous, la gestion des externalités, l'intégration de ces externalités, et en jouant avec un collectif qu'on a besoin de mobiliser. Alors, tu viens sur le territoire à la fin, c'est intéressant parce que tu as aussi une casquette, toi aussi, tu as une deuxième casquette qui est celle de président du club Terre de FC, donc tu as aussi un investissement dans le territoire, au-delà de ton entreprise. Et quelle relation, toi, tu fais, justement, alors tu commençais un peu le profiler à la fin de ton intervention, entre cette dimension d'un investissement, d'une construction, en fait, d'un territoire, et en même temps, un modèle qui se veut capable d'intégrer des externalités, d'éviter l'augmentation de matière à chaque fois, d'éviter de passer par uniquement une démultiplication des transactions pour penser l'augmentation de la richesse. Comment tu fais ce lien entre, on pourrait dire, à la fois tes deux casquettes et en même temps cette réflexion entre ton entreprise et un environnement qui n'est pas juste un réseau, en fait, qui a une épaisseur un peu particulière?
Alors la casquette de président de club, déjà président du club, c'est parce que j'ai pris cette trajectoire. On parle de trajectoire parce qu'en fait le FC c'est pas un système, on n'appuie pas sur un bouton et du jour au lendemain on l'était pas et on le devient. On l'est et c'est vraiment une pensée, c'est vraiment une façon d'agir, de réagir, de faire travailler les gens, de travailler avec eux. C'est vraiment tout un ensemble. Et c'était important qu'il y ait une présence EFC de portée sur le territoire, il n'y en avait pas. C'est pour cette raison qu'on a créé le club. C'est aussi très important que les gens soient présents, qu'ils comprennent ce dont on parle, qu'on les mette un petit peu en appétence, qu'ils viennent un petit peu voir et qu'ils fassent ce travail de vision du balcon déjà de leur société pour voir cette ressource immatérielle qui peut y avoir et qui peut être monétisée. Ça a été le premier travail. Ensuite, dans l'EFC, moi je voulais... Valérie, elle a dit qu'elle a rencontré l'EFC. Moi j'ai rencontré l'EF à l'époque. C'était pas l'école française, hein. C'était l'économie de la fonctionnalité. Et la coopération est arrivée après. Et c'est fou qu'elle soit arrivée après parce que c'est aujourd'hui ce qui est peut-être de plus important au sein de ce modèle économique dans lequel on est. Et sur le territoire, donc, c'était de convaincre d'autres chefs d'entreprise d'accéder à la compréhension de ce que pouvait être l'EFC, qu'ils le mettent en œuvre dans leur entreprise pour que moi aussi, de mon côté, mes clients pourraient entendre parler de cela, être intéressés, parce que c'est pas simple quand en face de vous, vous avez un Sanofi, un Boehringer Ingelheim ou un autre gros labo pharma, que vous allez lui expliquer que vous n'allez pas lui vendre des emballages isothermes, vous allez lui faire gagner de l'argent, il va moins en jeter, donc déjà il ne va pas vous dire qu'ils en jettent, parce que pour lui, il préfère finir la livraison et terminer la vaccination, même si elle ne se passe pas au mieux. Et donc c'est très très compliqué de trouver avec ces gens-là qui prennent conscience, qui veulent bien voir ce qu'on peut leur faire gagner et qui se mettent autour d'une table pour discuter avec d'autres acteurs qui œuvrent également sur le même terrain sur lequel moi j'œuvre. Déjà l'écosystème, on va le créer autour de ce client. Et après sur le territoire, ça a été la prise de conscience de mon territoire, prenons le traitement des déchets avec ce que je faisais chez moi et aujourd'hui Isovation tient à cœur que de faire un centre de profit également de la valorisation du déchet, non pas qu'à Isovation, mais sur d'autres entreprises. Donc voilà, il y a ces choses-là, il y a des emballages, je suis dans l'emballage qui était livré sur le territoire, on peut peut-être faire quelque chose, uniformiser l'emballage, faire en sorte qu'il puisse être réutilisable, être nettoyé. Il y a des gens qui se sont installés sur le mine à Avignon qui font très bien cela. Donc il y a toute une réflexion à avoir avec les institutions du territoire, avec les entreprises. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire déjà chez nous. Merci Philippe. Il y a vraiment cette dimension, je pense, alors Christian va revenir aussi beaucoup dessus tout à l'heure, mais de penser coopération. C'est-à-dire, tu le dis sur la question des déchets, y compris là sur la pression qui existe sur les matières premières, qui est quand même une réalité actuelle, de le penser pas seul, c'est-à-dire de se dire je ne dois pas être tout seul dans ce cas-là, et il y a une possibilité de penser cette externalité à une échelle un peu plus grande. Alors, dans nos trois compères ici, celui qui a le plus d'antériorité quelque part avec la question de l'EF puis de l'EFC, c'est toi, Julien. Alors, qui a aussi une deuxième casquette, mais on en parlera peut-être un peu plus tard, qui est celle aussi de président de l'Institut européen de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, puisque c'est aussi je vous ai parlé tout à l'heure des clubs, mais il y a toute une architecture au niveau national et même des excroissances jusqu'au Brésil qui font aussi, qui travaillent sur ce même type de questions. Mais toi, Julien, dans ce que tu as entendu du coup des deux expériences, alors livrées rapidement là tout à l'heure, qu'est-ce qui fait écho déjà avec ta propre trajectoire, ton propre mouvement vers cette question de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération? Et puis, peut-être comment ça s'est traduit très opérationnellement, cette affaire? Alors le parcours, oui, ça fait 10 ans effectivement cette année, donc je ne vais pas le raconter en détail. Et ce qu'on a déjà de point en commun, c'est qu'on a tous démarré de la même manière, c'est-à-dire qu'on a questionné nos modèles grâce dans une formation, un parcours EFC. Ce qui s'est passé pour moi je suis imprimeur, donc cofondateur de Flexink, qui est une imprimerie qui a deux objectifs. Le premier, c'est de réduire à zéro le gâchis de documents papier par nos clients. Et le deuxième, c'est de produire uniquement des documents qui soient utiles et pertinents. En fait, ça vient de où ? En fait, je suis imprimeur depuis longtemps. Je travaillais dans une imprimerie traditionnelle qui était une industrie assez lourde et où en fait on imprime beaucoup et on pousse même nos clients à imprimer un peu plus. Vous devez tous connaître ça. Si vous en achetez plus, c'est moins cher.
Je vous le dis tout de suite, c'est faux. mais on le dit. Et en fait, dans la formation ou dans le parcours, il y avait une question, notamment la fonctionnalité, c'est quel usage font les clients de ce qu'on produit. Et je me suis rendu compte que beaucoup de mes clients n'utilisaient pas ce qu'on imprimait, que potentiellement, au mieux, c'était dans les placards, et qu'au pire, ils le jetaient. Et donc, finalement, on investit beaucoup d'argent dans des grosses machines. On pousse les gens à produire beaucoup et pour un document qui est inutile ou inutilisé. Et donc je suis rentré par ce biais-là. J'ai entendu tout à l'heure le fait de penser des solutions un petit peu hors sol, sans les clients ou seul. C'est ce que j'ai commencé par faire. J'ai imaginé un système que je décrirai pas tout de suite, mais dans la théorie, il est magique. Et j'ai créé FlexSync sur une idée, comment on peut appeler ça, d'un processus commercial. Voilà, qui est les crédits d'impression, vous pouvez aller voir sur Internet si vous le souhaitez. Mais j'ai pensé ça tout seul, ça n'a pas marché. Pas du tout. Et puis, par contre, nos clients étaient très intéressés par le discours qu'on tenait, la façon dont on discutait avec eux en rendez-vous commercial, parce qu'on ne s'intéressait pas finalement à combien ils allaient en acheter, mais plutôt à comment ils allaient l'utiliser et comment on allait faire en fait pour commencer avec eux à traiter cette question du gâchis. Et on a commencé à leur demander des engagements. C'est-à-dire un truc tout bête, mais on disait à nos clients, l'idéal, si on ne veut pas gâcher, c'est qu'il faut au moins imprimer en 2 fois. C'est des choses qui sont un peu surprenantes, mais ça crée des liens avec les clients un peu différents. Et puis, petit à petit, on a co-construit avec des clients et des fournisseurs une solution qui s'appelle les projets d'impression, où on permet maintenant à nos clients d'imprimer sans engagement de quantité, au fur et à mesure de ce qu'ils ont réellement besoin. Je ne rentre pas dans la mécanique complète. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, notamment du point de vue commercial. C'est que tout de suite, quand un client arrive, on va lui proposer de n'imprimer que ce qu'il a besoin. Et donc, immédiatement, pour lui, ça fait un devis qui parfois est divisé par 10, par 5. Donc, mécaniquement, il y a quelque chose d'assez facile à vendre et ça nous fait gagner pas mal de marché. Et ensuite, en fait, le service qu'on apporte à nos clients, on le facture à côté. Donc, finalement, on a beaucoup de facturation qui n'est pas basée sur une consommation de papier. Et c'est ce que nos clients cherchent chez nous, et c'est notre savoir-faire. Ça rejoint ce que tu disais, vraiment. C'est notre connaissance du métier, et puis les discussions avec les clients qui nous permettent vraiment de porter les bons conseils. Et d'un point de vue, parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs, d'un point de vue en ce moment commercial, il y a une autre chose qui est intéressante. Plus le prix du papier augmente, plus j'ai de clients. Puisque du coup, comme on les pousse à imprimer moins, on est les seuls à faire baisser les factures à l'heure actuelle, enfin les devis du moins. Et puis, d'un point de vue marge, parce que vous devez aussi connaître ça, on a un repère, c'est que par feuille imprimée, on produit 207% de marge brute de plus que nos confrères. Donc voilà le genre de transformation qu'on a réussi à mettre en place et qui nous permet d'avancer. Le chemin a été long et assez difficile, et pour finir sur le territoire, à un moment donné on avait beaucoup de difficultés et on a proposé à nos clients, enfin on est allé voir nos clients en disant voilà, apparemment on a l'impression que ce qu'on fait c'est utile mais on n'est pas sûr. Et on a discuté d'un peu de la valeur de FlexSync, de ce que ça représentait pour eux, et jusqu'à finalement au bout de plusieurs mois décider de transformer FlexSync dans une autre structure, plus coopérative, où on a les salariés maintenant, des imprimeurs fournisseurs et des clients qui sont avec nous dans une structure qui s'appelle maintenant l'imprimerie partagée. Voilà. Merci Julien. Peut-être revenir sur, parce que le fait de changer cette manière de faire le commerce, et je reviendrai à toi peut-être Valérie là-dessus, c'est-à-dire on parlait de la présentation de tes devis, et là tu parles de présenter aussi une offre complètement différente. Quand même, du point de vue du métier de l'imprimeur, et là je parle des gens qui sont dans l'atelier, c'est pas un petit changement. C'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais la question de changement de paradigme. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que ça change aussi dans le travail, dans le contenu du travail ?
Oui, ça change beaucoup de choses. Ça change d'abord le métier du commercial. Quand on travaille comme on le fait chez Flexing, finalement, au moment où le client s'engage, c'est-à-dire quand il signe le devis, c'est là que le travail du commercial commence, finalement. C'est l'inverse, d'habitude, on dit que le commercial a terminé quand il a signé. Là, c'est là que ça commence. C'est-à-dire qu'il faut aller questionner après le client sur l'usage qu'il a fait de ses premiers documents, et puis s'il y a quelque chose qui doit vivre dans le temps. Et donc, il y a tout un nombre d'informations, en fait, dont le commercial a conscience, mais dont aussi les gens qui sont à la prod ont conscience. C'est-à-dire qu'ils voient ce qui est imprimé, ils voient la quantité, ils connaissent en fait les habitudes des clients, et donc on se sert de toute cette connaissance qu'il y a dans l'atelier pour venir nourrir en fait toute la connaissance qu'on mobilise pour mieux conseiller nos clients. Et donc finalement, les commerciaux, le métier de commercial disparaît un peu. Enfin, du coup, tel qu'on peut l'imaginer dans un mode très industriel, pour être remplacé par quelque chose de plus proche de l'animation de projet et qui demande du coup plus de discussion. Merci. Du coup, Valérie, si je reviens à toi, parce que tu nous as parlé de la forme de tes devis, mais dans le contenu de la relation que tu as avec tes clients, dans le contenu du travail réel, c'est-à-dire dans ce que tu fais avec eux, comment le fait d'avoir changé cette manière finalement de vous engager l'un avec l'autre, ça a produit aussi du changement dans ton travail? En fait, moi j'ai mis au point j'ai un questionnaire en fait qui me guide quand je vais chez mes clients, qui me permet d'aller chercher l'essence même du client, en tout cas ce qui m'intéresse, sur ce qu'il est, sur ce qu'il va faire dans cet endroit-là, pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il recherche, etc. Donc beaucoup d'informations qualitatives. Et aussi la personne elle-même, ou les personnes elles-mêmes. J'ai des clients particuliers, mais j'ai aussi des clients professionnels de très gros hôteliers de la région. Donc ça a engagé, et notamment avec les professionnels, on a toujours plus des relations, on va dire, le B2B c'est quand même plus direct, etc. Et moi j'ai cassé ça, parce que je suis arrivée à des moments où c'était des rapports de force, où j'avais pas du tout envie d'avoir ça, ni avec un gars, ni avec une fille. Du coup, j'ai cassé cette relation et je suis allée chercher chez cette personne-là aussi des choses émotionnelles. Et du coup, je traite ces gens-là de la même façon qu'un particulier. Donc ça se passe dans mes mails, ça se passe dans mon oral, ça se passe dans mon téléphone, ça se passe quand je suis sur place. Et en fait, le retour que j'ai, les gens sont subjugués en fait. Ça se voit bien, il est super étonné que je lui parle comme ça et que je m'adresse à lui comme ça et que j'ai autant d'intérêt pour ce qu'il est et ce qu'il fait. Donc du coup, ça a détendu énormément les relations. Je veux dire, on n'est plus... Moi, je vais voir une personne, je ne vais pas avoir une relation commerciale et je ne fais pas un travail commercial. Voilà, je vais voir quelqu'un et je vais avoir une relation verbale avec lui. Voilà. Donc pour moi c'est plus simple, parce que je suis câblée comme ça aussi, il faut dire ce qui est. C'est plus simple, c'est plus évident, je suis 2 fois plus performante. Lui il est 2 fois plus content parce qu'on fait ça avec le sourire. On fait attention à ce qu'il est, on fait attention à ce qu'il fait, on fait attention à son staff. Moi je travaille chez les pros évidemment avec plein de staff. Donc tout le monde est important. Et voilà, comment dire, ça... Oui, c'est une forme de détente et une forme de simplicité de relation. Et je reviens sur le mot confiance parce qu'en fait, c'est ce que ça instaure finalement. Et du coup, c'est 2 fois plus simple quoi, de commercer. Il n'y a pas besoin de pousser, quoi. On a juste à se parler, on a juste à se respecter, on a juste à se faire confiance. Et moi, je dois livrer effectivement ce à quoi je m'engage. Et à partir de là, il n'y a pas de souci. Et si je me trompe, on s'en parle. Il n'y a pas de souci. Je vais changer, on va regarder, etc. Sur le prix aussi, on s'en parle. Je veux dire, c'est pas, je vous fais un prix, puis tu me négocies 20% en moins parce que tu as fait faire un devis à côté. Non, ça marche pas comme ça. C'est quoi le juste prix, quoi? Comment on construit ce prix? Et voilà, du coup, c'est vrai que c'est très différent. Mais pour moi, c'est très nouveau, hein, parce que évidemment, je suis pas câblée comme ça à la base. Enfin, commercialement, en tout cas, je suis câblée industriellement. Donc du coup, c'est ça qui est très difficile en fait à mettre en œuvre pour pas que le naturel justement il revienne au galop. Donc c'est très difficile, mais c'est un super challenge et ça fonctionne. Enfin moi j'adore, ça fonctionne super bien.
Merci. Alors, moi, je retiens deux choses. Je vais m'adresser d'abord à Philippe, puis à toi, Julien, sur deux choses. D'abord, cette question du pourquoi faire, qui est comment s'est accueilli le changement d'optique. Tu disais tout à l'heure de se déplacer de l'emballage comme une finalité de produire de l'emballage pour produire de l'emballage vers la maîtrise de la chaîne du froid. Dans tes équipes, comment s'est accueilli, compris le fait de ce déplacement? Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé ou est-ce que ça reste pour l'instant quelque chose d'un peu délimité? Puis je reviendrai après sur la question du prix, peut-être avec toi, si tu veux bien, Julien. Ouais, moi ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on est tous ici pour essayer de mieux comprendre ce qu'est le FC et qu'à un moment, on va tous y rentrer par quelque chose et pas nécessairement par la bonne porte ou la bonne fenêtre. Moi, je sais que j'étais rentré sur, je croyais que le FC c'était le modèle locatif et que plutôt que de vendre mes emballages, j'allais les louer. Et en fait, je me dis, bien, ça marche pas parce qu'ils envoient les emballages partout dans le monde et comment je les récupère. Donc, ça m'a permis de rentrer dans le FC. Après, on peut se dire aussi, le FC, putain, mais c'est facile, c'est ce que je fais tout le temps. Moi aussi, je fais du service. Mais oui, on fait tous du service dans nos métiers, bien évidemment. Mais là, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle une dynamique servicielle et c'est vraiment au sein du club, en partageant avec d'autres chefs d'entreprise ou des experts FC, qu'on va comprendre tout cela. Ce que je me rends compte aussi, c'est que alors c'est vrai, je connaissais l'histoire de Valérie, Julien pareil, mais on a tous notre propre histoire. On ne peut pas calquer. Un autre imprimeur, il ne fera pas ce que fait Julien, un autre emballeur ne fera pas ce que je fais moi, ça ne marchera pas. Et effectivement, puisque dans des formations collectives qu'on fait au sein du club, parfois on se retrouve à avoir des personnes du même secteur d'activité qui se regardent un peu en travers. Le premier jour, on a « Oh putain, mon concurrent, je ne vais pas lui dire ce que je fais ». Mais en fait, si, parce qu'on a tous quelque chose de très particulier à amener. C'est aussi ce qui fait la difficulté de le diffuser, le FC, et de faire un produit de consommation et que tout le monde peut y passer, quoi. Voilà, parce qu'il y a un vrai travail sur soi, sur son entreprise qui est à faire. Alors après, comment, dans mon entreprise, les collaborateurs ont participé à tout cela, ça aussi, c'est plus complexe que ce... Ouais, comment il accueille très bien, parce qu'on a passé la crise, parce que tout le monde est là, parce qu'il n'y a pas de turnover à Isovation, parce que j'ai vu qu'il y avait le directeur de l'IST, ça se passe très bien quand ils vont le visiter. Donc voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là et on met les choses en place pour que ça se passe bien. Attention, ça ne se passe pas naturellement, parce que quand on va voir les gens pour leur dire on va fabriquer moins d'emballages pour la même utilisation, parce que c'est ça qui se passe, hein. On fabrique moins d'emballages pour nos clients, parce qu'il y a d'autres façons de faire que de mettre le produit dans un emballage parfois. Donc, mais je vais en fabriquer moins, donc, et demain, si on n'en fabrique plus, parce qu'on forme bien les gens à envoyer leurs colis, on va supprimer mon poste. Donc voilà, il y a ce travail-là qui est à faire, et ce travail-là, il est fait via des experts qui viennent dans l'entreprise, qui accompagnent également le personnel, qui font des réunions, qui amènent cette dynamique. Ça chamboule beaucoup de choses, c'est pas l'employé qui vient, qui pointe, qui fait son job et qui se casse. Il y a une vraie vie dans l'entreprise, il y a une vraie relation avec l'entreprise, avec le travail, un vrai sens au travail qui est donné. Ça aussi, le sens du travail, c'est hyper important, et encore plus aujourd'hui, dans la difficulté qu'on a à employer des gens pour trouver la compétence. Donc voilà, c'est tout ça que ça permet. C'est pas, j'ai pas envie de dire que c'est la solution miracle, le FC, mais franchement, ça marche. Voilà. Ce que je trouve à relever, c'est quand même il n'y a pas de turnover, il y a cette question du sens qui n'est pas mise extérieure à la question économique. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend un peu où on dit c'est la génération truc, la génération bidule qui ne verrait plus de sens, n'aurait plus de sens. Là, tu reposes un peu différemment la chose, c'est le travail en fait construit du sens dans Isovation. Et donc c'est d'abord la question de la nature du travail et de vers quoi il est tourné qui du coup produit ce sens. C'est quand même pas une petite chose, parce que tu présentes ça un peu facile, comme si c'était une évidence qu'il n'y ait pas de turnover, etc. Mais derrière, c'est tous les efforts qui sont faits, notamment par ton entreprise et par toi en tant que dirigeante, pour aussi organiser la diffusion de ce que tu appelles la confiance dans l'entreprise, pour qu'elle soit vécue, incarnée aussi par toutes les personnes de ton équipe. Donc, je voulais juste relever ce petit point-là, parce que c'est pas justement un petit point. C'est, je pense, un effet au-delà des questions on pourrait dire, du développement financier de l'entreprise, du succès commercial, etc. C'est aussi une dimension important, parce que quand même cette question du turnover, d'intéresser les gens au travail, de s'assurer d'une confiance avec ses collaborateurs, c'est pas une toute petite question de l'entreprise. Enfin, alors là, tu es bien mieux placé que moi pour le savoir et le vivre tous les jours. Alors, Julien, juste je voulais revenir avec toi, parce que Valérie évoquait tout à l'heure la question du décalage de la question du prix. Et c'est parce que c'est quand même un truc, on voit bien ce qu'on lâche
sur le modèle de l'imprimeur classique, hein, c'est quelque chose d'assez visible, mais je pense que dans la salle, ils sont un peu intéressés par le dilemme de comment on continue à avoir une manière de discuter avec le client qui ne soit pas juste, bon, ce sera du sur-mesure, vous inquiétez pas, on va discuter de tout, parce qu'en même temps, on n'a pas tous, tout le temps, un temps infini pour discuter du prix de l'imprimé que l'on va solliciter chez Flexink. Et c'est une bonne question. On a passé du temps là-dessus d'ailleurs tous les deux, et moi aussi. Une des questions c'est, je sais exactement ce que me coûte un produit. Là, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Pour mon client, c'est impossible pour moi de le savoir, je ne sais pas le calculer. Et donc, quand on a commencé à discuter de la partie plus servicielle, donc notamment nous, on demande à nos clients d'adhérer à des projets d'impression, il a fallu poser un budget. Mais c'est un budget qui ne repose pas sur de la consommation de matière, ni du temps, ni... Enfin, j'avais pas grand-chose à mettre en face. Et donc, je me suis demandé comment je calcule combien je vends. J'ai fait un truc assez simple. J'y suis allé d'abord au hasard. C'est pas mal. J'ai mis 10 € mensuels, après 200, après... Et ça se vendait. Ce qui est sympa, c'est que quasiment à chaque fois, ça passait. Donc... c'est assez intéressant, quand on le met en discussion avec les clients, ça passe. Sauf que nous, on a 50, 60 devis par jour, et je ne peux pas passer du temps avec des clients pour discuter à chaque fois. Donc on a petit à petit, on a construit une façon de calculer la valeur, ou un prix, en tout cas un prix de base. La première chose, c'était de dire, bah tiens, qu'est-ce que ça nous demande vraiment de tenir l'animation d'un projet d'impression ? Donc il y a un peu de temps, il y a un peu de conseils, il y a un peu de lecture, un peu de formation. Donc voilà, j'ai créé une base de coûts. Ensuite, on a travaillé sur c'est quoi les effets utiles produits, quels sont les effets produits par Flexink. J'aime beaucoup les chiffres, et donc sur les 55 premiers projets d'impression qu'on a lancés, on a fait économiser à nos clients 56% de quantité, c'est-à-dire qu'il y a 56% de documents qu'ils auraient commandés chez un autre imprimeur qu'on n'a pas facturé. Et donc je me dis, on peut au moins s'assurer qu'il y a 15% qui de fait vont être économisés. Et donc ceux-là, je les ai rentrés aussi dans l'adhésion. Et puis, donc on a du coup maintenant un prix. Voilà, je sais, je suis assez content. Et on le discute avec le client. On dit, voilà, nous on pense que c'est ça. Alors pas sur tous les projets, mais sur les projets les plus gros ou les plus importants, ou les clients avec lesquels on passe le plus de temps, on passe du temps à échanger. C'est vraiment intéressant d'essayer de comprendre ce que le client, comment il voit le prix. Tout à l'heure, tu as dit on construit le prix, c'est exactement ça. Il dit c'est trop cher, ok, moi j'ai besoin du coup d'intervenir un peu moins. Ou alors, non, je veux que tu fasses plus. J'ai besoin de facturer un peu plus. Et c'est vraiment intéressant cette discussion autour du prix, parce que il n'y a plus exactement de mise en concurrence, il y a un échange. Et souvent, l'année d'après, le client vient avec un budget. Et là, il dit « Ah, j'ai ça pour toi, Julien. Ah, cool. » Merci, Julien. Peut-être pour terminer cette table ronde, je vais vous demander à tous les trois une petite chose, puisque on l'a évoqué un peu, mais vous êtes tous passés par des dispositifs collectifs. Et on est là dans un événement organisé notamment par un réseau de chefs d'entreprise. Et ça m'intéresse de savoir finalement, parce que cette intuition qui est celle de l'EFC, de jouer collectif, on a parlé du territoire, mais du coup de penser son développement, son organisation, en discutant avec d'autres chefs d'entreprise. Comment vous percevez finalement ce besoin de sortir du dilemme qu'on a tout seul face à soi-même quand on est embarqué dans ces affaires, et pour changer de paradigme, comment on le fait à plusieurs? C'est-à-dire comment vous avez vécu, vous, le fait de le travailler avec d'autres? Qu'est-ce que ça a de singulier par rapport à ce qu'on pourrait avoir on pourrait dire d'un travail stratégique personnel sur un redéploiement de sa boîte, de le faire autrement? Pour ma part, donc j'étais dans un groupe, on était 5, 6, 7, je ne sais plus. Ce qui était intéressant, c'est de voir que tout le monde était paumé, que personne ne comprenait rien et que moi non plus. Donc du coup, je me suis dit, je vais y rester. Parce que il va se passer un truc à la fin, le tunnel va finir et on va tous réussir, c'est pas possible. Donc déjà d'échanger sur la difficulté, parce que ça indique en fait la difficulté qu'on a à changer. Et là, Christian va en parler certainement. En fait, moi, le truc qui m'a allumé,
c'est de sortir de notre modèle industriel, notre modèle industriel, notre façon de réfléchir l'entreprise de façon industrielle, on n'a appris que ça. Et de sortir de ce système-là, en fait, ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris de l'énergie, ça m'a pris de la compréhension, mais j'ai trouvé ça super magique, en fait. On sortait de ce carcan. Et en fait, le faire à plusieurs, eh ben, on s'est aidé, on a cheminé, et puis les autres, c'est des miroirs, donc ils vous disent, bah tiens, là, regarde ça, ce qu'ils voient pas chez eux, ils voient chez vous, et vice-versa, j'ai vu des choses chez les autres que je voyais pas chez moi. Donc c'est effectivement un travail, vraiment un travail commun, où toutes les armes sont baissées, et on est tous au même niveau, parce qu'on entre dans un nouveau monde où personne n'a aucune clé. Donc c'est super le fun, en fait. C'est l'aventure. Et donc on a fait ça ensemble et chacun a cheminé à sa façon. Moi j'ai terminé comme ça, mais d'autres ont terminé sur d'autres points et ont bougé sur d'autres points dans leur entreprise. Ben c'est ça, en fait ça fait peur et ça va pas du tout être rassurant pour les gens qui sont là. Tu veux vraiment qu'on explique? Ok. En fait on n'est pas mort, mais on a donné notre corps à la science, on ne sait pas comment ça allait se passer. Sérieux, c'est ça. C'est ça. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'on demande à nos commerciaux d'aller poser des questions à nos clients et de leur faire des propositions de choses qu'ils n'ont même pas pensées, quoi. Voilà. Donc ça aussi, c'est assez particulier. L'expérience collective et le partage collectif, il est nécessaire. Il est nécessaire parce qu'on ne voit pas. Et il faut démarrer par cela, il faut avoir cette notion de ressources immatérielles, il faut voir dans l'entreprise ce qui est présent, qui n'est pas monétisé. Ça va déjà être de la marge qui rentrera. Donc ça, seul, on a du mal à le voir. Les autres le voient beaucoup plus facilement. On peut se faire accompagner aussi par des alternants, par un employé qui serait quand même externe à l'entreprise pour apporter cette vision du balcon. Mais comme le disait Valérie, d'autres chefs d'entreprise, ils voient beaucoup de choses qu'on ne voit pas et vice-versa. C'est exactement ça. Donc voilà, très très important de le faire de façon collective. Alors c'est des vénards du coup les gens dans la salle, parce que comme vous avez déjà essuyé les plâtres et avancé beaucoup, parce que quand même depuis les 10 années d'engagement de Julien dans cette perspective, il y a quand même un peu plus de ressources, un peu plus d'équipements, notamment le fait qu'il y ait un institut, qui est plein de clubs, il y a pas loin de 300 entreprises qui se sont engagées dans ce mouvement, donc maintenant c'est un peu plus rassurant effectivement qu'au moment où toi tu t'y es engagé ici, ou quand toi Julien tu t'y es engagé. Oui, il y a déjà une chose qui a changé, qui était en fait que j'entendais il y a 10 ans, qui était il faut que tu changes ton modèle. Ça, c'était un peu comme ça qu'on le voyait. Maintenant, ça a beaucoup changé en disant, en fait, il faut tenter des expérimentations avec des clients, c'est-à-dire partir du réel, sans tout de suite basculer la totalité en fait, de l'activité de l'entreprise, ce que j'ai fait moi. Je vous le déconseille. Ensuite, sur la question du collectif, alors ça me permet de parler du CJD aussi, c'est cool, parce que je suis très engagé au Centre des jeunes dirigeants, et j'avais déjà appris comment l'échange avec mes pairs dirigeants était utile pour prendre du recul et pour penser son entreprise un peu différemment. Là, je suis aussi du coup engagé dans le Club Noé, qui est l'équivalent de Terre de FC, mais à Lille. Je suis administrateur et j'ai trouvé un endroit où je pouvais poser les questions déjà qui perturbent tout le monde. Quand on commence à changer de regard sur sa propre entreprise, on change sa façon de se questionner, c'est quasiment un changement culturel d'ailleurs, et donc on déboussole beaucoup de monde et on est soi-même un peu déboussolé sur certains sujets. Et donc dans le Club Noé, j'ai trouvé des gens qui avaient partagé en partie ce regard, et aussi un endroit où je pouvais amener mes salariés, où on pouvait discuter, en tout cas on peut les mettre en discussion, et ils peuvent échanger sur des sujets qui sont assez peu communs quand même. Alors, merci à tous les trois. Je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est des vrais aventuriers des nouveaux modèles économiques pour le coup. Et donc, je vous invite à vous rafraîchir un peu, effectivement, dans le temps de cocktail qui est proposé là par le réseau qui nous invite ce soir. Et vous aurez tout à l'heure le plaisir finalement d'entendre Christian Duterre pour lever un peu des choses qui doivent être énigmatiques malgré tout, parce que ce pari de passer par l'expérience de nos trois compères font qu'il n'y a pas eu l'explication de fond. Mais alors là, vous avez eu l'expérience concrète
des trois là. Et puis donc, on compte sur toi, Christian, juste après, pour éclairer un peu l'ensemble de ces expériences et nous donner justement ce qui fonde cette rupture que représente l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Merci encore à tous les trois et à tout à l'heure, du coup, pour nous.